ces très petits textes pour mettre en scène finalement la science, une exposition scientifique, et qui utilise le prétexte de l'image et de l'ambiance science-fiction pour parler de science. Donc Claude a écrit les petites histoires qui mettent en scène les découvertes scientifiques dont il est question. Alors on peut quand même dire que Claude Eken est aussi un auteur de science-fiction, et que, alors je ne vais pas faire une grande présentation de tous les invités, je pense qu'ils sont tous connus, peut-être Michael Tanter un peu plus, alors que dans le milieu de la science-fiction il est peut-être évidemment le moins connu, puisque c'est un scientifique, mais on va y revenir dans un instant. Donc Claude Eken qui est un auteur de science-fiction, qui a créé le festival de BD d'Aix-en-Provence en 80, qui a eu des prix Rony, Aimé, pour la fin du Big Bang, Fragment lumineux du disque d'accrétion, un titre très science, Fragment lumineux du disque d'accrétion, il n'y a que des mots de science dans un roman, dans un titre d'une nouvelle de science-fiction, qui était Grand Prix de l'Imaginaire et qui a récemment publié aux éditions La Talente, Au réveil, il était midi. À côté de lui, on voit Dieu, on parlait on voit Dieu dans les formes de science-fiction. Dieu, il est là, c'est le grand maître, la figure tutélaire de la science-fiction en France, une des figures tutélaires, Gérard Klein, grand éditeur, auteur de science-fiction aussi, puisqu'il a publié ses premiers textes à l'époque des revues Galaxy et Fiction, donc ça remonte à un âge où les plus jeunes d'entre nous n'étaient même pas vivants. Le premier roman dans les années 58, en 1958, il a créé la collection Ailleurs et Demain, toujours là, une collection de 1969, donc c'est dire la longévité de cette collection et la force de cette collection par la variété des thèmes qui ont été abordés, par la variété des auteurs qui ont été abordés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon voilà, c'est Gérard Klein, voilà, ça devrait suffire. À côté de lui, Serge Lehmann, auteur de science-fiction aussi, mais aussi critique de la science-fiction, théoricien de la science-fiction, qui a écrit, alors on est de la même génération, c'est même ça une fois qu'il m'avait frappé, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années avec Serge Lehmann, et je lui disais, voilà, j'ai l'impression d'avoir un alter ego, quelqu'un qui a mon âge, qui écrit de la science-fiction, ce que moi j'aurais peut-être aimé faire, et j'ai fait de la science, parce que la science m'intéressait aussi, et donc Serge Lehmann, auteur, qui a publié, moi, la nouvelle qui m'avait marqué à l'époque, j'ai dit, mais c'est incroyable, j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais jeune, jusqu'à, je veux dire, 20 ans, après je suis rentré à l'école normale, j'ai fait beaucoup de physique, j'ai lu beaucoup d'autres choses, j'ai découvert des tas d'autres mondes qui n'étaient pas de la science-fiction, je suis revenu à la science-fiction un peu plus tard, et j'ai lu Nulle part à l'Hyperion, une nouvelle de Serge Lehmann qui m'avait vraiment, ça m'avait scotché, c'était vraiment une révélation pour moi, j'ai dit, mais la science-fiction francophone, il y en a des jeunes, il y en a en plus de ma génération, des gens comme mon âge. Et donc voilà, Serge Lehmann, qui a aussi alors eu une activité maintenant plus récente concernant la bande dessinée, avec la Brigade Chimérique, et puis avec Masqué, où il étudie, il envisage les super-héros européens, francophones presque, et il a beaucoup travaillé sur les origines de la science-fiction, les origines qui sont européennes, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais, la science-fiction est née en Europe, en France, en Angleterre, en Europe en général, c'est exporté, si je veux dire, après aux États-Unis. Alors on va aborder tout ça dans la suite. Et donc il a beaucoup abordé ce thème-là aussi dans une anthologie, dans une épaisse anthologie, les chimères, les chasseurs de chimères, merci Serge, les chasseurs de chimères. Et puis notre dernier invité, un scientifique, Michael Tanter, qui travaille à l'ESPCI, l'école de physique et chimie industrielle de Paris, une grande école d'ingénieurs, une école de physique, de chimie, et qui travaille au laboratoire de physique des ondes pour la médecine, et qui utilise quelque chose d'assez fascinant, qui s'appelle le retournement temporel, qui utilise des ondes pour, en les retournant dans le temps, il leur fait faire une sorte de voyage dans le temps, alors il nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, un vrai voyage dans le temps, pour le coup, sur ces ondes, et les utilise pour faire de l'analyse médicale, de l'imagerie médicale, du traitement médical, dans un laboratoire qui est un laboratoire phare sur ce problème-là, bien sûr, et particulièrement à l'ESPCI, et qui a peut-être, je crois, certains de ces thèmes qui ont été abordés, je ne sais pas, entre les thèmes qui ne sont pas étrangers aux problématiques de Michael Tanter, donc qui est directeur de recherche à l'INSERM, Michael Tanter, et à l'Institut Langevin, donc de l'ESPCI. Donc voilà un beau panel de théoriciens, de scientifiques, d'acteurs de la science-fiction pour nous parler de l'expo Amazing Science et finalement des origines de cette Amazing Science, de cette Amazing Stories. Alors je vais peut-être commencer par Serge ou par Claude, peut-être par Claude d'abord pour parler de l'exposition Amazing Science. Comment s'est passé son travail? Un auteur de science-fiction à qui on propose d'illustrer à début de vulgarisation, pas à début de faire une belle histoire de science, mais peut-être aussi de faire une petite histoire très brève et très belle. Comment s'est passé son travail sur cette exposition Amazing Science? Ça a commencé parce qu'il y a un certain Roland Lehoucq qui avait proposé mon nom à l'INSERM et au CEA.
Voilà. Et lorsque j'ai rencontré les deux équipes très sympathiques, le courant est tout de suite passé, on m'a donné des sujets de science, de ce que l'INSERM et le CEA étaient en train de faire. Et j'avais le choix, à partir d'elles, de retenir, de sélectionner les domaines de recherche qui me parlaient, ou du moins qui m'inspiraient. Donc le temps de faire un petit peu le tour de la documentation, d'essayer aussi de trouver des idées originales. Alors il fallait partir essentiellement des images de la science, et non pas forcément du domaine de la recherche. Parce que ce qu'on voit dans ce qu'on voit dans ces images de loin, c'est d'abord des images amazing stories, des images de pulp, c'est-à-dire ça donne envie d'aller là-bas. Mais, on le précise, il y a évidemment dedans, inséré dedans, des véritables mêlées dans les images pulps. Il y a mêlé des images intimement mêlées, des images de science. On part des images de science et elles sont incrustées sur de vieilles couvertures de Amazing Science. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'abord cette image-là, c'est elle qu'il faut mettre en valeur. On la met sur la couverture d'un pulp et autour de cela, on va bâtir une petite histoire. Donc j'ai cherché les histoires qui pouvaient correspondre aussi bien à l'image et de trouver aussi une image de couverture qui puisse correspondre. Ce qui m'a parfois obligé à proposer 4 ou 5 scénarios pour chacun des sujets. C'était une expérience assez intéressante, pas toujours facile, bon déjà pour la longueur des textes, hein, on passe 3 fois plus de temps à réduire le texte qu'à l'écrire. Et c'est aussi un jeu où on retombe un petit peu en enfance parce que la manière de présenter ces histoires-là, d'écrire à la manière d'Amazing Science, de raconter des choses étonnantes, c'est pas la manière dont on écrit, c'est pas la manière dont moi j'écris de la science-fiction dans mes bouquins, mais c'est peut-être ce que j'avais aussi lu enfant, donc il a fallu que je revienne vers davantage de simplicité. Enfin bon, je suis parti de ces images-là. Et puis ensuite, j'ai un petit peu rêvé, navigué, et puis j'ai aussi échangé beaucoup avec Alexandre Chéroux, qui est donc le graphiste qui a mis tout ça ensemble, voilà, qui a pu réunir le tout. Et là, je vais me tourner vers Serge Lehmann, puisque finalement, l'idée de mêler, d'utiliser la fiction, le roman, le merveilleux scientifique, vous allez nous en dire quelques mots, j'imagine. Ça va être ça le sens de ma question, d'utiliser ça pour parler de science. Finalement, on peut peut-être la faire remonter à Julien. En tout cas, moi, avec mes faibles connaissances de théoriciens de la science-fiction, je vais la faire remonter à Jules Verne, à Wells, à Poe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les premiers temps, vous qui connaissez bien ces origines de la science-fiction, du roman scientifique, du merveilleux scientifique? C'est une longue histoire et c'est une histoire d'autant plus fascinante qu'elle est très méconnue, alors qu'elle... C'est une grande histoire culturelle qu'on commence seulement maintenant à redécouvrir. Disons, les matériaux étaient éparpillés dans les essais, dans les histoires, mais ils n'ont jamais fait l'objet d'une condensation et d'une rationalisation. Donc c'est une histoire qui nous échappe encore, dont la chronologie et la logique nous échappent encore. La science-fiction, elle a commencé à être pressentie à peu près au milieu du 19e siècle, essentiellement à partir de l'œuvre d'Edgar Poe. Avant, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à la science-fiction. Il y a une grande tradition qui va de l'Antiquité jusqu'à Cyrano de Bergerac, à Voltaire, en passant par Frankenstein de Mary Shelley. Il y a la tradition de l'utopie, il y a la tradition du conte philosophique. Tout ça sont des ancêtres vénérables de la science-fiction qu'on connaît. Mais la SF, c'est pas ça. La SF, c'est une émotion très particulière qui repose sur... il n'y a pas de formule type, il n'y a pas de définition de la SF, mais on sent bien qu'il y a une contrainte de réalisme qui est impliquée. On a besoin de sortir du ton de la fable pour entrer dans quelque chose auquel on peut croire le temps d'une histoire, comme on croirait à un roman réaliste, à un roman naturaliste. On sent qu'est impliqué un travail sur la logique, le déroulement logique des événements à partir d'un postulat imaginaire. On sent que l'émotion produite doit être celle de une sorte de sidération ou d'émerveillement justement de voir à partir de ce petit postulat on arrive à des choses extraordinaires juste en étant logique. Donc si cette chose arrivait, elle se passerait effectivement comme ça. Donc toutes ces contraintes de forme, de traitement logique des idées, de traitement réaliste des univers commencent à devenir sensibles et repérées par la critique, encore de façon très lacunaire, à partir du milieu du 19e siècle et à partir de l'œuvre de Poe. Pour une raison relativement simple, c'est que contrairement aux Européens qui ont accumulé des textes, des thèmes,
essentiellement sous le dehors du conte philosophique en fait. Edgar Poe, lui, travaille dans un autre univers éditorial et littéraire, il travaille pour la presse. Et les premières histoires qu'il invente ne sont pas du tout l'essentiel de sa production, c'est plutôt un auteur de critique littéraire et de contes fantastiques. Mais dans sa production, il y a un certain nombre de choses qui ressemblent à des canulars. En particulier, le voyage d'Arthur Gordon Pym, ce qu'on a appelé le canard au ballon, à l'époque canard était le mot pour canular, qui est l'histoire d'une fausse traversée de l'Atlantique en ballon, l'aventure sans parler de Hans Pfaall, qui est l'histoire d'un voyage imaginaire vers la Lune, mais qui aurait été rapporté dans un journal par un témoin hollandais qui aurait vu le décollage, etc., etc. Il y a une poignée de textes comme ça, qui d'un seul coup importent l'esthétique du réalisme de la presse, mélange de réalisme et de sensationnel, de précision technique, de description des objets technologiques imaginaires, les ballons, les appareils. Ça donne de la crédibilité, ça se voilà, c'est ça, il y a un discours, ça donne de la crédibilité il y a un discours littéraire qui importe la